Aujourd'hui, on ne va pas vous apprendre des choses révolutionnaires. Vous n'allez pas sortir de cette conférence en disant oh, tout un monde inexploré que je ne connaissais pas. Vous allez voir que beaucoup de choses qu'on va voir sont des bonnes pratiques, des choses qui vont du bon sens, qui sont un peu la base de notre projet, mais que malheureusement, on a trop vu inappliquées dans les équipes dans lesquelles on est intervenu. En quoi c'est grave? Une équipe fonctionne quand le métier n'est pas impliqué. On va vous le dire. Pourquoi on appelait métier implique-moi si tu peux? Parce que ce n'est pas toujours simple de les faire venir et après de les garder. Mais ça aussi, on va vous le dire. Pourquoi on est venu à parler de ça? Parce que on a abordé une mission chez un téléopérateur téléphonique qui ne doit pas être nommé, et pour lequel, quand on arrivait en mission, ils nous ont dit, voilà, vous êtes 2 coachs, votre objectif, maintenant, quand vous allez arriver dans les équipes, ça va être d'impliquer plus le métier. Nos équipes sont déjà agiles. Elles sont censées faire de l'agile. Elles connaissent les bases. Elles ont été formées, comme dans beaucoup d'endroits. Mais dans les faits, on ne répond pas au changement. Dans les faits, il y a quelques petits graviers dans les routines qui ne fonctionnent pas. Donc, on est arrivé. On va vous partager un petit peu des expériences, des choses qui nous ont étonnés, des choses qu'on a appris. On a beaucoup appris grâce à ces équipes. Et on va essayer de vous transmettre quelques tips pour essayer de faire progresser les choses. Juste un petit préambule avant de nous lancer. On est sur le dernier créneau de la journée. Vous êtes peut-être comme nous là depuis ce matin. Vous avez peut-être déjà assisté à beaucoup de conférences, accumulé beaucoup d'informations. On va rompre à une habitude qu'on a au niveau de nos conférences. Normalement, on fait un peu ce que vous avez vu un peu, c'est-à-dire on garde 10 minutes à la fin pour essayer de capter quelques questions-réponses, des questions qui peuvent correspondre à ce qu'on a dit dans les premières minutes. Là, on va essayer de changer un petit peu ça. On vous invite, et c'est aussi valable pour les gens qui sont à distance, à nous interroger au moment où la question survient. N'hésitez pas à nous interrompre. Hein. On va essayer de rendre ça un petit peu plus interactif, comme ça on termine la journée de façon un peu dynamique ensemble. On voudrait pas que vous voir piquer du nez à l'approche de 17h. Donc surtout, vous n'hésitez pas. On ne prendra pas ombrage. S'il nous manque quelques slides à la fin, ce n'est pas très grave. De toute façon, on vous partagera le support. Donc si vous avez des questions ou simplement si quelque chose que vous voyez ou dont vous nous entendez parler fait écho à une expérience personnelle, une anecdote, n'hésitez pas à prendre la parole. C'est aussi un peu le but de cette présentation. C'est d'essayer aussi un petit peu de partager. Notre expérience est intéressante, on pense, mais la vôtre aussi. Donc voilà, surtout, vous n'hésitez pas à nous... Alors, laissez-nous finir notre phrase quand même, mais vous n'hésitez pas à nous poser des questions dès que vous en avez. Si jamais vous êtes d'accord avec nous, n'hésitez pas à vous lever, monter sur la table et nous dire « Mais je suis tout à fait d'accord avec vous !» Je ne sais pas si pas tous en même... Enfin, pas tous en même on les temps. a pas testés. Par contre, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, montez pas sur la table, mais dites-le nous. On apprend beaucoup aussi grâce à vous. Alors, allons... Alors, je veux bien une... ma zapette ne marche pas. C'est la fin de journée. C'est bon? Donc, un grand merci à tous les sponsors, comme on vous l'a dit juste avant. C'est grâce à tous ces sponsors que vous avez vu déjà plusieurs fois aujourd'hui, mais qu'on est là aujourd'hui. Donc, un grand merci à eux de sponsoriser cet événement. Et effectivement, permettre que l'événement reste gratuit, c'est vraiment... voilà. Bravo d'arriver à cet exploit. C'est vrai que c'est devenu très, très rare. Donc, bravo à vous. Alors, avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet... c'est vrai qu'on s'est posé une question, quand on a mis ce titre « Métier, implique-moi qui tu veux », la réponse nous semblait évidente. Et puis, dès qu'on a voulu commencer à rentrer dans le sujet, on s'est dit « Attends, le métier, mais le métier, c'est quoi ?» Parce qu'avant de se dire « On va les impliquer », il faut peut-être qu'on se mette d'accord avec les gens qui sont présents sur ce qu'on entend par le métier avec un M majuscule. Et là, on s'est rendu compte qu'il allait falloir qu'on fasse tenir cette réponse en un slide, sinon on vous faisait 1 heure sur comment se mettre d'accord sur ce qu'est le métier. Donc, on va essayer de convenir ensemble, à peu près, de ce qu'est le métier. Et la première chose qu'on souhaiterait partager avec vous, c'est que non, le product owner n'est pas le métier. Alors, le product owner peut, par exemple, être rattaché à un département marketing ou à un département appelé le métier, mais ce n'est pas le rôle du product owner d'être le métier. Et vous allez comprendre où on veut en venir là-dessus quand on va parler un petit peu des cérémonies.
quand une équipe travaille avec le product owner et seulement le product owner, elle ne travaille pas avec le métier. Mais dis-moi, Patrick, dans les équipes, on a un proxy product owner. Ben, dans ce cas-là, le product owner, c'est un métier. Heureusement, on en voit un petit peu moins maintenant. C'est une pratique qui s'est pas mal développée pendant quelques années, mais qui s'est un petit peu tassée depuis maintenant, voilà, quelques temps. On en revient. C'est qu'on a pallié à ce problème-là de se dire, bah, c'est bien, il faut mettre un product owner pour qu'il soit disponible près des équipes. Et à partir du moment où on a dit, il faut qu'il soit disponible au quotidien pour travailler avec l'équipe, et là, on a trouvé beaucoup moins de volontaires côté métier pour rejoindre les équipes. Donc, on s'est dit, bah, on va mettre quelqu'un entre les deux, qu'on va appeler le proxy product owner. C'est génial. Voilà, le problème est résolu. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'on a fait en faisant ça? Bah, on a juste créé en fait un goulot d'étranglement, puisqu'on a mis un interlocuteur en frontal entre les équipes et le métier qui s'appelle le product owner. Et on s'est dit, sauf que ce n'est pas l'équipe qui va se prendre ce goulot d'étranglement, c'est juste la pauvre personne qu'on a nommée proxy product owner. Donc, le proxy product owner, on va le mettre de côté. On va partir du principe que c'est une pratique qui est en train de disparaître, et c'est tant mieux. Si c'est votre cas, j'en suis désolé. Sachez que vous êtes, je l'espère, une espèce en voie de disparition. Donc, quand on parle du métier, c'est difficile d'avoir une définition. Parce qu'en fait, chaque produit, chaque contexte d'entreprise va avoir son lot d'interlocuteurs, de parties prenantes, de stakeholders, si vous êtes à l'aise avec les anglicismes, qu'on va englober dans le métier. Parce que évidemment, on va retrouver des experts fonctionnels, ça c'est la réponse facile. Quand on dit le métier, on dit bah oui, c'est les gens qui ont la connaissance fonctionnelle. Alors évidemment, ça c'est le plus simple. Ou alors on va nous dire bah non, le métier, ce sont les utilisateurs, ce sont mes clients, ce sont les gens qui sont au bout. Mais quand vous faites des produits pour une force commerciale, quand vous faites un produit sur un marché où votre entreprise a une grosse stratégie et une grosse puissance commerciale, bah, dans vos interlocuteurs métiers, vous allez avoir des responsables commerciaux. Ces gens-là vont influencer sur la façon dont vous faites les produits. Donc, ces gens-là vont être le métier également. Et vous allez peut-être avoir des gens de la finance. Si vous travaillez dans la banque, probablement que dans le métier, vous allez avoir des gens qui vont être plutôt des financiers, ou même simplement, quel que soit votre contexte, des gens qui vont vite mettre le haut là sur les dépenses qui sont faites sur les produits. Donc, c'est impossible finalement de répondre de manière simple à la question de c'est quoi le métier. Et finalement, c'est pas tellement ça, c'est pas tellement un problème. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que quand on va travailler en tant que product owner avec le métier, la première chose qu'on doit faire dans son contexte, c'est de comprendre quel est l'ensemble des interlocuteurs qui vont avoir une influence sur mon travail et sur ma compréhension de ce qui doit être produit, et l'ensemble des interlocuteurs auprès de qui je vais chercher un feedback. Et si j'arrive à faire cette liste-là, si j'arrive à établir cette liste-là, bah, je peux considérer que j'ai à peu près une bonne vision de ce qui va être mon métier, mon interlocuteur métier, et donc mes interlocuteurs au cours du projet. Bien entendu, cette liste est non exhaustive. Vous pouvez trouver aussi des juristes, vous pouvez, comme l'a dit Patrick, il y en a beaucoup plus que cela. Mais on a essayé de les lister un petit peu tous. C'est toutes les personnes qui sont parties prenantes ou qui peuvent faire rôle d'experts dans votre projet. Les juristes, c'est un très bon exemple parce que ça nous rappelle une expérience commune qu'on a pu avoir chez un grand opérateur de téléphonie et de télévision, qui a voulu lancer un portail pour agréger les offres de football. Hein. S'il y a des amateurs de football, vous savez que c'est difficile de trouver son bonheur avec un seul abonnement aujourd'hui. Il y en a un petit peu partout. Il a voulu agréger tout ça sur un portail, sur son portail client. Les équipes marketing se sont lancées là-dedans. Comment on va brander ça? C'est une super belle stratégie. Faisabilité technique, regardez les API d'Amazon, de Canal+, de Bein. On s'est lancé, on a dépensé 50 000 € dans un train pour développer ça. Et puis à un moment donné, il y a des juristes qui sont arrivés qui ont dit « Mais attendez, vous ne nous avez pas demandé à nous ce qui était faisable, en fait. Et en fait, vous n'avez pas le droit. » Et on a pris les 50 000 €, on les a jetés à la poubelle. Voilà. Et on a passé donc à peu près 2 mois à travailler là-dessus. Savoir que les droits pour les ligues de champions, c'est en millions. Voilà, donc c'est un bon exemple, c'est de dire que le métier, ce ne sont pas forcément que de l'expression de besoin, ce ne sont pas forcément que des retours, c'est l'ensemble de ces interlocuteurs qui doivent vous aider à appréhender la façon dont vous allez faire votre produit et à gérer le feedback de votre produit. Alors dans ce cas-là, pourquoi on n'implique pas le métier? Ce serait tellement plus facile. Ah ben on est d'accord. D'abord, culturellement, les entreprises d'abord commencent en étant des startups, elles grossissent, et quand elles grossissent, il faut qu'elles s'organisent.
la plus facile des manières de s'organiser, c'est de créer des pôles de compétences, des silos. Ce n'est pas un mal, mais ça a des contraintes. Il faut bien s'organiser d'une manière. Dans ces cas-là, quand on passe en silo, effectivement, on voit que le département IT devient client, devient une relation fournisseur-client par rapport aux autres silos. Et dans ce cas-là, quand on passe dans un mode fournisseur-client, ben on perd ce lien tout au fil des développements. Typiquement, le mode en silo est responsable des retards sur les mises sur place au marché, des problèmes d'analyse qui sont faussés parce qu'on n'a pas l'ensemble des parties prenantes, des problèmes d'innovation et de sortie sur le marché de nouveaux produits, des problèmes de support utilisateur qui sont mal abordés et du coup pas du tout adaptés. Tout ça, c'est des problèmes qu'on peut rencontrer par rapport aux entreprises qui sont construites en silo. Et effectivement, c'est compliqué de sortir de son silo. Quand on est dans un silo, c'est compliqué d'inviter quelqu'un qui est en dehors de son silo. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs. Et comme ils n'ont pas les mêmes objectifs, ils n'ont pas le même budget. Et quand ils n'ont pas le même budget, ils n'ont pas la capacité en temps à vous accorder. Donc c'est tout simple. Ils ont des objectifs différents, vous les invitez aux réunions, mais eux, ce n'est pas leurs objectifs de venir à vos réunions. Donc, ce n'est pas simple de les faire changer de silo et ce n'est pas simple pour le métier de venir. Dans les autres raisons, et elles rejoignent un peu cette problématique de structurelle, il y a souvent un historique. Alors, si vous êtes dans le développement informatique depuis, je dirais, avant l'agile, ou peut-être même encore aujourd'hui, vous avez travaillé dans des structures, ou vous travaillez peut-être même dans des structures qui font du waterfall, du cycle en V, dans lesquelles, comme l'a dit Élise, on a développé au fur et à mesure des décennies une relation client-fournisseur entre le métier et la DSI, où effectivement on travaillait, et ça fonctionnait très bien, hein, attention, hein, alors, on ne veut pas opposer de valeur, on avait un cahier des charges, on prenait des mois à définir un besoin, à rédiger vraiment voilà, quelque chose de conséquent pour établir la stratégie de nos nouveaux produits. Et puis ensuite, on donnait ça à une équipe informatique, de développeurs. On ne va pas rentrer dans ces problématiques d'effet tunnel, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en général, la première raison qui fait que le métier n'est pas impliqué, c'est simplement parce qu'on ne l'a pas habitué à s'impliquer. C'est la fin de journée, hein, c'est difficile. On ne l'a pas habitué à s'impliquer. Si vous avez connu les entreprises qui ont fait une transformation agile, vous avez pu voir à quel point quand vous travaillez côté IT, il y a une culture projet qui est historique. Et quand vous êtes côté métier, il y a plutôt une culture d'expertise, de veille. On a des processus, des façons de travailler qui sont différentes. Donc, tout d'un coup, converger et travailler tous ensemble dans un modèle projet, ça ne se fait pas de manière naturelle. Donc, il y a une façon de travailler qui fait qu'on n'est pas aligné. Voilà, on n'est pas aligné sur notre manière de gérer. On n'a pas forcément des processus qui sont itératifs des deux côtés. Donc, il y a un éloignement historique et culturel qui forcément est un frein naturel à une collaboration, je dirais, étroite entre le métier et le développement dans un contexte de delivery agile, bien sûr. OK. Dans ce cas-là, pourquoi on ne change pas? Aussi pour la résistance au changement. Ça, on le voit partout. D'abord, il y a de la résistance dans les deux sens. Pourquoi l'équipe n'implique pas forcément le métier? Il y a deux raisons principales. D'abord, la perte de l'expertise, la peur de perdre les décisions. Si on invite le métier, ils vont prendre les décisions à notre place. Ils vont nous dire de faire tel développement au lieu d'en faire un autre. C'est une première peur qui est abordée. C'est bon à les connaître, mais il faut les connaître pour pouvoir les aborder. L'autre peur qu'il peut y avoir, c'est peur de l'ego, peur d'être jugé. On va juger mon travail, je vais devoir exposer mon travail à des parties externes, ils vont juger ce que je vais faire et donc ils vont me juger moi. Non, on juge le travail qui a été accompli et pas forcément la personne qui l'accomplit. Dans l'autre sens, c'est vrai aussi. Au niveau du métier, pourquoi on a peur d'être invité? Pourquoi on ne se déplace pas au niveau des équipes? Il y a la peur déjà de ne pas parler le langage, la peur de confronter l'expertise fonctionnelle à l'expertise technique. Je viens avec mon expertise fonctionnelle et on me répond avec un langage technique. Ce n'est pas la même chose. Et aussi, au niveau du métier, toujours la zone de confort, la peur du changement. Alexis a très, très bien parlé tout à fait. de la problématique du changement pour ceux qui étaient à la keynote tout à l'heure. Donc, on ne va pas s'amuser et surtout, on ne va pas répéter ce qu'il a pu dire, qui était très, très intéressant. Voilà, on a fait un petit peu, on a dressé un peu le tableau de façon, je dirais,
un peu pessimiste, un peu historique, un peu culturel. Maintenant, avant de faire la bascule et de rentrer vraiment dans des choses plus concrètes sur aujourd'hui comment on déroule, on va essayer de prendre juste quelques minutes pour voir un peu, finalement, on avait un modèle avec un métier. Alors, quand on dit un métier un peu impliqué, ça peut être perçu de façon un peu péjorative, mais impliqué dans le quotidien du développement du produit. Encore une fois, on n'est pas en train de se juger l'implication dans la réussite du métier. Mais finalement, pourquoi on aurait changé ce modèle-là qui fonctionnait probablement très bien en cycle en V, avec un métier très impliqué en amont, un peu dans le delivery, et puis après plus en aval. Pourquoi on le changerait finalement? Quel gain on aurait à aller chercher un modèle où on va plus les solliciter au quotidien ou de manière beaucoup plus régulière? Ben là, j'ai envie de dire que j'ai une réponse toute faite, et puis comme ça, on va pouvoir vous laisser après, hein, je pense qu'elle sera bien. Tout simplement parce que c'est comme ça que le décrit le manifeste agile. Allez, Voilà. hop, c'est fini. Le manifeste est clair. Si vous voulez être agile, vous n'avez pas le choix. Vous devez sortir d'une posture de client-fournisseur et rentrer dans une posture collaborative. Voilà. Ça, quand on a dit ça, on est bien. Donc, on fait de l'agile, donc on n'a plus le choix. On fait ça et c'est parce qu'on va le faire qu'on a gagné. Alors, évidemment, c'est le principe. Ça reste un principe. Mais c'est des principes qui durent. Mais c'est un principe qui dure. 20 Le ans. manifeste, il a, c'est ça, une vingtaine, 21 maintenant, 21 peut-être même maintenant. Et ça reste toujours vrai. Il y a eu des tentatives de faire, de revoir ce manifeste. Il y a des initiatives comme Agilité 2, mais ces choses-là, elles restent en fait aujourd'hui. Parce qu'effectivement, il faut commencer par là. Il faut se dire que c'est parce qu'on va collaborer ensemble qu'on va faire mieux. On va essayer au moins de faire mieux. Donc la première raison, elle est là. La première raison, c'est que c'est vraiment, on ne peut pas prétendre avoir une approche agile si on reste dans cette posture client-fournisseur. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez des métiers qui expriment toujours en amont et que vous, au niveau de l'IT, au niveau du delivery, vous avez des équipes qui font des sprints et qu'à la fin, vous avez une recette, je suis désolé de vous apprendre que vous n'êtes pas agile. Votre DSI est agile, mais votre organisation ne délivre pas de façon agile. Donc voilà, donc si on veut être agile, eh bien, il faut qu'on ouvre un peu nos portes, qu'on casse nos silos et qu'on aille travailler un petit peu plus ensemble. Donc ça, c'est la première chose dont il faut avoir conscience si on veut avoir cette démarche. Et donc, pourquoi on appliquerait le métier? La réponse, elle est déjà là. Le deuxième point de vue, on l'a vu un peu tout à l'heure avec les différentes expertises. Vous connaissez certainement cette illustration que j'aime beaucoup, où on voit effectivement la demande du client qui peut être à la base très simple, qui paraît évidente à tout le monde, tellement évidente qu'en fait, on voit la deuxième étape et le point de vue de chacun des experts, des parties prenantes différentes, qui est complètement différent. C'est sûr qu'un financier ne va pas avoir la même vision du produit final qui devra rapporter le plus possible qu'un ergonome qui va vouloir quelque chose de plus adapté à tout le monde, qu'un commercial qui va vouloir un maximum de fonctionnalités pour répondre aux besoins du client. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas un point de vue qui est bien que pour les autres. Il n'y a pas des dizaines de personnes qui se trompent, mais par contre, si on met tout le monde ensemble et qui travaille ensemble, on diminue les biais possibles d'interprétation et on arrive à une solution qui est des fois même plus optimale que le besoin au préambule demandé par l'utilisateur. Une autre application aussi qu'on peut voir, c'est que si on continue à travailler même en agile, même avec des cycles réguliers, mais sans impliquer le métier, on rentre dans cet effet tunnel. Et quand on rentre dans cet effet tunnel qui nous empêche de diminuer le gap, la différence entre le besoin exprimé et la valeur attendue, si on n'arrive pas à faire ce point régulier, on va arriver avec des coûts à la fin qui vont devenir exorbitants pour rattraper le retard. Il faut savoir quand même qu'il y a beaucoup de projets actuellement. Le dernier KO Report qui date de 2000, celui en tout cas que je me rappelle, je crois que c'est 2016, mais il doit y en avoir d'autres depuis. Je crois qu'ils estimaient que pour les très gros projets, pour les projets qui impactaient plus de 1000 personnes, c'était 60% des projets qui capotaient, qui fonctionnaient mal. Dans ces cas-là, c'est souvent parce que le coût à la fin est irrécupérable. Quand on fait des points réguliers, ça permet non seulement d'éviter les coûts perdus, d'éviter effectivement de développer des fonctionnalités qu'on pensait utiles et qui sont finalement pas utiles. On a vu le portail foot. Oui, c'était ça. C'est ça, c'est bon, tu n'as rien trahi. J'ai rien trahi. On a vu aussi que ça permet de répondre à des besoins business, des besoins d'évolution.
une nouvelle besoin, on est maintenant dans des organismes qui doivent délivrer très rapidement. On a besoin de répondre aux besoins du marché très rapidement et en cours de développement, on doit répondre à de nouvelles fonctionnalités parce que le concurrent l'a mis en place, parce que le besoin utilisateur a évolué. Dans ces cas-là, il faut l'intégrer au fil de l'eau. Et si on ne fait pas ce feedback avec les utilisateurs, avec les parties prenantes, on n'arrive pas à intégrer ces nouveaux changements. Autre chose, quand on a une difficulté technique, ben on peut y répondre avec une solution métier. Et quand on a une difficulté métier, on peut y répondre avec une solution technique. Donc pour toutes ces raisons-là, il est très important d'impliquer régulièrement les parties prenantes. Un autre élément qui est important, alors on parle, encore une fois, on parle autant d'implication en amont que de gestion de la boucle de feedback, c'est cette notion de savoir s'arrêter au bon moment. Si je vais prendre une analogie qui, j'espère, parlera à tout le monde. Imaginez-vous être Microsoft dans les années 90, peut-être même un peu avant. Enfin, vous êtes en pleine conception de d'un logiciel qui va tout casser, qui s'appelle Word, et vous passez 5 ans à développer ce logiciel avec sa multitude de fonctionnalités. Vous lancez votre logiciel, vous avez de la chance, hein, c'est un carton, c'est formidable. Mais quand vous faites les statistiques un peu d'usage de votre application, bah, vous vous rendez compte d'une chose qui est un petit peu grinçante quand même, c'est que vous avez plus de 90% de vos utilisateurs qui utilisent moins de 10% de vos fonctionnalités. Par exemple, qui parmi vous a déjà utilisé le publi-postage dans Word? Voilà. Donc, quand vous achetez une licence, quand votre entreprise achète une licence Word, elle paye notamment les fonctionnalités de publi-postage. Donc, pourquoi je fais cette analogie-là? C'est de dire que, alors évidemment, ça sert à des gens, mais c'est de se dire que quand on a effectivement cette approche de développement itératif et cet échange commun avec le métier, il y a peut-être un moment donné où on a quelqu'un qui va dire on a apporté une valeur suffisante à notre produit, on pourrait aller plus loin. On a peut-être un marché à aller chercher, mais est-ce que c'est vraiment intéressant? Est-ce qu'on a vraiment un gain très important à y faire? Est-ce qu'il y a des parts de marché à aller chercher? Donc, cette capacité-là, et c'est quelque chose, pourquoi je prends cet exemple-là? Parce que si vous avez fait votre cahier des charges, imaginez le cahier des charges de Microsoft Word, pour faire toutes les fonctionnalités, imaginez la taille qu'il devait faire. Si vous êtes parti sur un modèle de cycle en V, ben, vous avez budgété tout votre Word, et puis vous l'avez fait ensuite pendant 5 ans, et puis vous l'avez livré à la fin. Si vous étiez dans cette approche itérative avec le retour des utilisateurs, bah, vous auriez probablement peut-être fait 60-70% de votre catalogue de Word, et puis le reste, ce serait peut-être venu dans des évolutions futures ou pas. Peut-être le temps que vous vous mettiez au publi-postage, plus personne n'enverrait de lettres, et puis du coup, bah, vous auriez laissé tomber la fonctionnalité, ou vous l'auriez transformée uniquement pour faire des mails. Donc voilà, toute cette notion-là de savoir s'arrêter, c'est aussi une notion qui est impossible si vous n'êtes pas dans ce dialogue constant avec le métier. Là, en l'occurrence, ce sera avec les utilisateurs, ou simplement avec des gens qui vont faire de la veille, qui vont dire, voilà, on a nos concurrents qui seront lancés là-dessus, on ne va pas aller les chercher. Ça, c'est impossible si vous n'êtes pas dans cet échange permanent. Est-ce que vous avez déjà vu un projet avec une backlog vide? Ça n'existe pas. Donc, il y a forcément un moment où on doit arrêter le projet avant que la backlog soit vide. Tous les humains, c'est humain de vouloir terminer son travail, de vouloir rester jusqu'au bout. Mais ça a un coût, et c'est un coût énorme. Donc effectivement, on doit lutter contre cette envie. Souvent, quand vous annoncez à une équipe que le projet s'arrête, alors que la backlog, elle n'est pas vide, c'est terrible. Donc, il faut faire bien attention à ça et savoir s'arrêter à temps avant que les coûts de production deviennent plus importants que les coûts de revenus. Bon, voilà, ça c'était bien beau. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Là, c'était une petite mise en bouche. Donc maintenant qu'on a vu, Élise, pourquoi on le fait pas, pourquoi on devrait le faire, du coup, comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? On va pas vous faire une présentation en détail de pratiques comme le design thinking. Il me semble d'ailleurs qu'il y avait une conférence sur le sujet aujourd'hui. Il est évident que si vous voulez avoir un métier impliqué, il y a des façons de faire pour travailler avec ce métier-là. La plus connue aujourd'hui en amont dans votre phase d'idéation, d'exploration et de préparation, c'est notamment le design thinking. C'est une très bonne manière, effectivement, de sortir de cette posture client-fournisseur et vraiment d'être dans une approche de sprint
donc le design thinking avec les notions de design sprint, qui vont vous permettre de travailler de manière très, très rapprochée sur des cycles très, très courts avec le métier pour fabriquer votre produit, votre fonctionnalité. Alors, c'est une des méthodes les plus connues. De manière générale, on va parler d'avoir des approches user-centriques quand on fait du design de produit. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, encore une fois. Il y a des gens qui vous parleront beaucoup mieux que nous de design thinking. C'est juste qu'il est important de se positionner, surtout quand on est product owner, de se dire que mon travail avec le métier, il commence évidemment dès la phase d'idéation de mon projet. Mon travail de product owner ne commence pas quand je fabrique des user stories. Si je commence à travailler en faisant des user stories, j'ai loupé, a priori. Alors évidemment, ça c'est facile à dire dans ma posture. Hein, quand vous reprenez un projet existant qui vit, évidemment, cette phase-là a peut-être été faite avant vous. Mais c'est important quand vous êtes comme ça à l'initiative d'un produit, quand vous êtes à cette fabrication du backlog, de ne pas vouloir se lancer immédiatement, dire bon, ben j'ai Jira, allez, hop, les épiques, les features, on va se faire une belle roadmap. Non, il y a des techniques de réflexion, de conception et d'idéation sur lesquelles il faut travailler avec le métier. Peut-être qu'elles existent déjà et peut-être que vous n'êtes pas dans la boucle. C'est possible aussi. Mais posez-vous la question, cherchez à savoir si ces techniques de conception, ces techniques d'exploration ont été mises en œuvre. Parce que si elles ne l'ont pas été, ça veut dire soit que le métier l'a fait dans son coin. Du coup, c'est un petit peu dommage parce qu'on est censé avoir une approche collaborative. Soit le métier ne l'a pas fait, et là, on revient dans une posture de sachant où on a juste, on a des experts probablement fonctionnels qui ont rédigé une expression de besoin, peut-être même fait des jolis écrans, mais il n'y a pas eu cette interaction avec l'ensemble des parties prenantes, et on n'a pas pris le temps de faire cette phase exploratoire, et donc immédiatement de dire voilà tous les gens qu'on doit mettre dans la boucle ensemble dès le début et qu'on va maintenir ensemble tout au long du projet. Donc il y a cette phase en amont de préparation qui va commencer en général par cette phase de design thinking. Alors après, il y a d'autres approches, c'est évidemment pas exhaustif. Il y a plein de techniques d'idéation et d'exploration. On en a émis quelques-unes là. Évidemment, les Remember the Future, les elevator pitch, donc c'est plein de techniques qui permettent de travailler en amont sur cette phase de conception collaborative du produit. Mais voilà, il faut absolument qu'il y ait cette phase-là en amont. Votre point de départ, ça ne peut pas être juste un cahier des charges. Et puis amusez-vous. C'est vraiment l'occasion de s'amuser, de comprendre le besoin. Pour tous les PO, amusez-vous justement avec les parties prenantes à tester de nouveaux ateliers au démarrage du produit ou au démarrage d'une nouvelle fonctionnalité un peu importante, bien entendu. Ensuite, alors, ce qui est important aussi, c'est peut-être la partie qui est un petit peu plus difficile à expliquer. En tant que product owner, par exemple, quand vous allez travailler sur la conception, même en tant qu'équipe, il est important d'adopter le bon niveau de dialogue dans ce que vous cherchez à faire exprimer à vos interlocuteurs. Si je prends un exemple, en général, si je demande à quelqu'un qui travaille dans la banque comment ça se passe quand quelqu'un vient créer un compte, on va me dire, il y a le client, il vient à l'agence, il rencontre un conseiller, et puis le conseiller il lui demande des infos, il crée son compte, puis ça valide son compte, et puis éventuellement, quelques jours après, il reçoit sa carte. Ça, c'est super, ça vous donne une vision très très haut niveau qu'on va en général appeler les flux opérationnels, c'est super. Ça nous donne une idée de qui vont être probablement nos utilisateurs, quels vont être nos personas, mais ça ne nous en dit pas plus sur les fonctionnalités de notre produit. Si par contre, je commence à creuser un petit peu, je vais pouvoir dire, le client vient, l'agent va avoir une session ouverte sur le système de création de compte, et puis il va enregistrer des informations, et puis ces informations vont être transmises à la Banque de France, et puis la Banque de France va aller vérifier auprès de Tracfin que cette personne-là n'est pas un dangereux criminel ou fait du blanchiment d'argent, et puis ensuite elle va transmettre à Mastercard la demande de création de banque, et puis on va remettre au client. Et puis si je descends encore un cran, on va me dire, eh bien, dans notre application de client détail, je vais utiliser la fonctionnalité Create Private Account, et puis ensuite, cette fonctionnalité, je vais créer la Search Recevability qui appelle l'API de la Banque de France.
etc., etc. Et puis derrière, si je demande à l'équipe de développement, ils vont nous dire, je vais utiliser telle application qui va interagir avec telle base de données et qui va aller chercher telle information via tel autre API qui va se connecter via le cloud En en HTTP. fonction, en HTTPS, s'il te plaît. Oui, c'est vrai que c'est bancaire. En fonction, ce que je veux dire par là, c'est que quand on adopte une démarche produit, il ne suffit pas de se dire, OK, on va parler fonctionnalité, ça va être génial, on va parler feature, ça va être super. Il faut accepter que c'est une démarche en fait itérative dans sa construction et vous devez être capable de savoir à quelle étape vous vous situez de ce processus de fabrication de vos fonctionnalités, parce qu'en fonction de l'étape où vous êtes, vos interlocuteurs, vos parties prenantes ne seront pas les mêmes. Ici, je vais probablement parler à des architectes fonctionnels, à des experts fonctionnels, qui vont être capables de me parler des features existantes, de nos produits existants, des offres qui existent. Ici, on va parler plutôt persona, donc on ne va pas s'intéresser aux produits, mais on va s'intéresser aux persona. Donc je vais plutôt avoir des représentants utilisateurs, que ce soit collaborateurs ou clients. Donc on va adapter nos interlocuteurs à l'étape de notre processus de création. Si vous mettez l'architecte applicatif et le tech lead de la future équipe de développement dès cette étape-là, je pense que quand il va essayer de dialoguer avec les gens qui font les personas, ils ne vont pas beaucoup se comprendre. Donc, c'est très important de s'assurer, vous en tant que PO ou en tant que product manager, la personne qui va gérer la mise en relation de ces gens-là, que les interlocuteurs qui sont mis ensemble pour travailler ensemble vont bien parler le même langage parce qu'ils sont dans le même niveau de réflexion. Et n'essayez pas de brûler les étapes. Alors, quand vous arrivez et que toutes ces étapes-là existent, souvent ces processus-là ont déjà été faits. Essayez de déterminer quels sont vos interlocuteurs sur chacune de ces étapes. Pour résumer un petit peu, au début, c'est les objectifs que l'on veut. Et au plus on s'enfonce dans cette hiérarchie, au plus on va développer le comment on va le développer. Et au plus on va aller dans le niveau d'expertise approfondie technique, au plus, effectivement, on va avoir du détail technique. Mais ça ne veut pas dire que c'est le bon niveau de langage selon les interlocuteurs. On va essayer de faire, je fais juste rapidement un petit parallèle. Bon, je ne vais pas vous demander si vous connaissez ces termes-là et cette hiérarchie. Je ne vais pas faire ça. Peut-être même que vous en connaissez au-dessus. S'il y en a parmi vous qui font de l'agile à l'échelle ou qui travaillent avec des frameworks comme Safe ou d'autres, vous avez peut-être même les capabilities, les initiatives. L'initiative, d'ailleurs, ça fait écho avec la keynote de ce matin sur les OKR. Cette hiérarchie-là, elle a un côté très pratique et en général, elle nous est un peu fournie par l'organisation dans laquelle on se trouve, où on sait que chacun intervient à son niveau. Il y a des choses qui sont assez évidentes. C'est assez rare que l'équipe de développement travaille sur ce genre d'éléments. Les équipes qui développent, en général, elles travaillent là. Le product owner, souvent, il est quelque part là, c'est un peu plus flou. Et puis après, au-dessus, les interlocuteurs métiers, c'est encore plus compliqué. Ce qui est important là-dedans, en fait, c'est de se dire que quel que soit le modèle que vous avez dans votre structure, ce modèle, il a été conçu normalement pour justement vous accompagner la hiérarchie de création du travail et en toute logique, vous aider à savoir quels sont le niveau d'interlocuteur avec lequel vous devez travailler, que vous devez impliquer pour que ces gens-là se sentent concernés par le sujet. Si vous travaillez sur les US avec des gens qui parlent de stratégie marketing et d'objectifs de vente, je ne suis pas super convaincu qu'une cinématique utilisateur avec une validation, avec des boutons pour donner les cas nominaux, les cas d'erreur, ça les intéresse énormément. Un diagramme de classe. Ou alors, diagramme de classe encore pire, mais c'est très important quand vous en êtes à la conception de vos différentes briques, quel que soit votre niveau de hiérarchie, c'est très important au moment où elles sont créées, au moment où vous les créez, d'être capable de répondre à la question à qui ça parle. Je vais décrire une épique, je vais décrire une feature, à qui elle parle, avec qui je vais en discuter. Le meilleur moyen de perdre l'interlocuteur, c'est de solliciter, alors qu'on a tous un temps limité, sur un niveau de granularité qui ne leur correspond pas et qui ne leur parle pas. Alors là, ce que je vous donne là, ce sont des choses un peu évidentes et standards qu'on retrouve en général. Comme je dis, en général, le product owner travaille plutôt à ces niveaux-là. On travaille plus sur des aspects stratégiques
ambition sur les aspects épiques, et puis au-dessus, on est sur les aspects souvent organisationnels. Mais c'est important pour vous, en tant que product owner, si c'est votre cas, d'être sûr que ce modèle-là, il est clair pour vous et que vous êtes capable de mettre en face de ça les bonnes parties prenantes. De ne pas parler forcément d'US au métier. Ça, c'est le niveau de C'est le l'équipe. niveau technique, c'est le comment techniquement on va réaliser la tâche. Donc on présente la feature à l'équipe et on détaille en US avec l'équipe de comment on va développer la tâche. Par contre, on n'en parle pas au PO, on reste au niveau feature. Comment on pilote par la valeur? D'abord, il faut apprendre à la mesurer. On apprend à mesurer la valeur en mettant des business value. Et surtout, la méthode la plus traditionnelle, je pense que les 3/4 des product owners l'utilisent, c'est la méthode en pile. On met en pile les différentes US qu'on a besoin et puis on met au-dessus, au-dessous. Ça marche très bien pour un sprint planning, par exemple, pour préparer un sprint planning. C'est un bon niveau pour préparer, c'est efficace. Par contre, quand on est dans une phase où on planifie le projet, par exemple, on planifie le projet sur plusieurs mois, on commence à essayer d'élaborer une roadmap, ce modèle-là est très limitant. Puisqu'on n'a que le product owner, il n'y a qu'une personne ou qu'un petit ensemble de personnes qui vont étudier selon un seul critère. Si on veut vraiment bien faire les choses, amusez-vous. Il existe une papardelle de méthodes différentes pour arriver à prioriser nos features. Entre autres, on a des méthodes qui sont plutôt qualitatives, où on va rentrer plus dans le besoin, et d'autres qui sont plutôt quantitatives, où on va pouvoir traiter plus de features d'un coup. On en a d'autres qui sont plus pour des features, des méthodes de priorisation en interne, par exemple, selon le coût, selon le risque, selon le budget, et d'autres qui sont beaucoup plus orientés utilisateurs, comme les modèles de Kano, comme le modèle Moscow, le Speedbot aussi, qui peut être aussi utilisé dans ce cas-là. Les plus connus, vous les connaissez certainement. Il existe Moscow, il existe le WSJF. Wettest Shortest Job First. Merci. Donc, l'idée, c'est de faire en priorité les plus petits jobs, les plus petites features qui rapportent le plus de valeur ajoutée. C'est un quotient à calculer. On peut voir aussi le by the feature. Toutes ces méthodes-là, on ne va pas s'éterniser à vous les expliquer parce qu'on pourrait y passer presque une conférence sur chaque. Je vous conseille vivement de vous intéresser. Il y a beaucoup d'informations là-dessus. Il y a beaucoup de présentations aussi sur ces différentes features. Puis amusez-vous à tester d'autres méthodes de priorisation. Bien entendu, pas pour préparer un sprint planning. À ce moment-là, je pense que c'est vraiment dans le terme de l'organisation de l'équipe. C'est intéressant de faire jouer les parties prenantes, mais pour mener ce genre d'atelier, ça se prête plus au niveau d'une construction de roadmap. C'est vrai que on parle de niveau de feature. Cet aspect pilotage par la valeur, c'est vrai qu'il est central quand on veut avoir un métier impliqué, parce que souvent, quand on va travailler avec le métier, ils vont plus être intéressés par la fameuse valeur qu'on veut produire en agile, quelle que soit la manière dont on va la façon dont on va la mesurer. Ce qui est important, c'est, on en revient à les interlocuteurs dont on dispose en fonction de notre contexte. C'est d'accepter qu'il existe autant de méthodes de priorisation et de définition de la valeur qu'il existe de contexte et de critères qu'on peut envisager pour mesurer cette valeur, et que votre cas particulier, peut-être que là à Moscou, n'est pas la meilleure manière de concerner le métier pour valoriser et pour prioriser le travail. Le WSJF, qui est un grand standard aujourd'hui, si vous avez des interlocuteurs côté métier pour qui la notion de cost of delay, par exemple, est une notion qui est totalement inconnue. Très technique. Si vous allez les solliciter en workshop pour faire de la priorisation avec le WSJF, vous n'allez pas forcément leur donner envie de revenir pour les prochains ateliers. Ils trouveront peut-être des bonnes excuses pour ne pas revenir. Donc, c'est très important d'adapter et donc d'expérimenter les différentes méthodes par rapport et à la maturité des gens que vous avez, mais aussi à leurs connaissances et aux variables et aux données qu'ils vont être capables de vous fournir pour alimenter ces modèles. J'ai un petit coup de cœur que je dois partager, le Prune the Tree que j'ai découvert récemment. En fait, la méthode consiste à considérer le logiciel comme un arbre et donc développer certaines branches principales. Je vous conseille de regarder, c'est très intéressant pour travailler un niveau assez imagé, mais aussi qui correspond bien au métier et aux utilisateurs.
Vous allez voir qu'il faut impliquer le métier, bien entendu, surtout dans l'expression du besoin, c'est évident, mais n'hésitez pas à le solliciter tout le long du processus quand vous en avez besoin. J'ai trouvé un indicateur qui marche bien pour savoir est-ce que vos équipes sont vraiment impliquées avec le métier. Est-ce que vos équipes, tout simplement, connaissent le prénom de quelqu'un du métier? C'est un test que vous pouvez faire si vous êtes product owner, si vous connaissez vos référents. Ben voilà, ça peut être un bon moyen d'évaluer si vous êtes travaillé en étroite collaboration avec le métier ou pas. Si vous connaissez le nom de l'architecte, si vous connaissez le prénom, voire même, non, ça ne marche plus le numéro de téléphone, dans l'adresse mail d'un ergonome, si vous connaissez, ça montre que déjà votre équipe est sensibilisée à l'implication du métier tout au long du processus et je vous en félicite. Mais souvent, vous allez voir qu'il vous manque ces références-là et ça prouve quelque part qu'on ne travaille pas régulièrement avec le métier. La première partie, on l'a vu tout à l'heure, on a beaucoup insisté déjà dessus, l'expression du besoin. Vous pouvez voir plusieurs méthodes qui existent pour définir à la base le besoin par la définition des personas, en utilisant un Lean Canvas pour définir tout le projet. Vous pouvez utiliser ensuite le story mapping pour détailler la roadmap et faire un impact chart pour utiliser les plus ou moins pertinents, les features les plus ou moins pertinentes. Encore une fois, en fonction des interlocuteurs, certaines méthodes vont être plus ou moins pertinentes. On va beaucoup plus parler stratégie en faisant un Lean Canvas et on va beaucoup plus s'approcher de l'expérience utilisateur et de comment on atteint ses objectifs avec le story mapping. Donc, il faut bien comprendre que chaque outil va adresser un niveau de granularité et à ce niveau de granularité va correspondre des interlocuteurs qui seront les plus à même d'être concernés par l'atelier que vous allez leur proposer. Est-ce que quelqu'un ici parle le russe? Est-ce que quelqu'un ici parle l'arménien? Est-ce que quelqu'un est déjà allé voir au cinéma un film russe sous-titré en arménien? Bon, je n'ai pas fait l'expérience, mais il est fort probable que vous vous ennuyiez un peu. Vous pouvez un peu percevoir ce que ressent quelqu'un du métier qui a d'autres préoccupations, comme on l'a vu, qui a d'autres objectifs, qui n'a pas beaucoup de temps à vous consacrer. Quand il vient pour la première fois à une review, à une démo, et qu'il entend les développeurs parler normalement d'US déjà, et parler de ces US avec des milliers d'acronymes pour montrer toute l'expertise technique qu'ils maîtrisent, pour bien montrer au métier que c'est eux qui ont la connaissance de l'expertise technique. Mais je peux vous dire que les films en russe sous-titrés en arménien, on s'en lasse très rapidement. Bon, on peut voir que le jeu d'acteur a l'air convaincant peut-être, mais on ne reste pas plus de 5 minutes dans la salle. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut vraiment, si vous avez réussi, si vous avez la chance de faire venir quelqu'un du métier à votre démo, mais essayez d'être convaincant. Parlez-lui le niveau de langage adéquat, comme l'a expliqué Patrick tout à l'heure. On utilise les bons mots, on bannit les acronymes, on bannit les termes techniques barbares et potentiellement on peut utiliser le trinôme en tant qu'utilisateur. J'aimerais, voilà. J'ai donné un exemple sur les certificats, c'est un cas classique puisque le métier souvent ne voit pas quel est l'intérêt les utilisateurs de mettre à jour un certificat. Update certificat X3352 sur la VM, GPU, je sais pas quoi, j'en ai eu plein des comme ça. On peut le transformer. Souvent on me dit, c'est pas facile de transformer quelque chose de technique comme un certificat en besoin utilisateur. Dites-lui à l'utilisateur ce qui se passe si vous ne le faites pas. Si vous dites à l'utilisateur, si je ne mets pas à jour ce certificat avant le 24 septembre, le serveur ne répondra plus et vous aurez un HTTP 500. Ça, l'utilisateur est capable de le comprendre. Il peut être capable de comprendre qu'à ce moment-là, le service est devenu indisponible. Donc, en tant qu'utilisateur, j'aimerais que les certificats de sécurité soient mis à jour afin de maintenir le service opérationnel. Adaptez vraiment, lors de la spécification, votre niveau de langage et quand vous restituez avec le bon niveau de langage. En tant que product owner, si vous avez une équipe qui vous dit « Non, mais tu sais, nous, on n'a que des stories techniques », un indice, a priori, c'est que cet effort-là, ils n'ont pas trop envie de le faire. C'est un peu la solution de facilité qu'ont trouvé les devs pour essayer de faire comme ça des pièces d'entourloupe à leur product owner. C'est « Ah mais non, mais nous, on n'a que des stories techniques. » C'est pour ça, donc on ne peut rien montrer au métier. Attention, on ne parle pas d'US, on parle bien au niveau des features. Au niveau des features, c'est ce qu'on partage avec le métier. Au niveau du S, c'est la méthode d'organisation de l'équipe. Ils s'expriment à peu près comme ils veulent. Au niveau des features, on exprime un besoin métier, un besoin utilisateur. Lors des sprint reviews, on l'a vu, parler un langage accessible.
pour que le métier soit écouté. Récupérez du feedback. N'hésitez pas à demander quand les personnes du métier sont venues, quand vos architectes, quand vos financiers, quand vos ergonomes sont venus à la présentation, quand vos équipes partenaires clientes viennent aux présentations, n'hésitez pas à récupérer du feedback. Faites un rôti à la fin pour leur demander ce qu'ils ont pensé de la réunion, ce qu'ils voudraient voir plus et ce qu'ils voudraient voir moins. N'hésitez pas non plus à prendre en compte toutes les suggestions qu'ils vous ont données pendant les présentations, à les mettre en place très rapidement dès le prochain sprint et à les valoriser. Regardez, la dernière fois, vous nous avez indiqué que le bouton en plein milieu de l'écran qui cache le formulaire n'est pas une bonne idée. On en a tenu compte et on l'a mis en bas, droite, gauche, droite. Ça, c'est un bon plan, une bonne manière de valoriser, de célébrer cette collaboration. Et ensuite, privilégier les démos aux explications techniques. Un diagramme de classe est indigeste pour quelqu'un du métier. Un schéma technique est indigeste pour quelqu'un du métier. Par contre, l'affichage de l'application un avant-après fonctionne très bien. Si on ne sait pas comment faire une démo, faites juste un avant-après. Peut-être que l'IHM, l'interface sur laquelle vous allez présenter ces besoins, si vous avez une équipe très technique, ne sera pas dépendante de votre équipe. Mais par contre, ce que vous aurez fait l'avant-après sera quand même visible dans cette IHM, même si ce n'est pas vous qui l'a développé. Donc, présentez une IHM de l'équipe à côté, qui a été développée par l'équipe à côté et faites un avant-après sur cette IHM. Oui, pas d'acronyme. Sur l'interface utilisateur. Ensuite, l'évaluation, bien entendu, suivre les indicateurs clients, bien entendu, mais aussi, on a vu aussi d'autres indicateurs qui peuvent être, qui sont intéressants, comme les indicateurs de qualité. Alors, pas de couverture de code, les indicateurs de retour en bug et tout ça, les indicateurs qu'est-ce que j'ai oublié ? Non, pas de productivité, il ne faut pas le dire, de délai, de time de delivery. Ajuster, intégrer les ajustements, comme on l'a dit, les retours utilisateurs au fil de l'eau, au plus rapidement et valoriser-les. Célébrer avec l'équipe. L'équipe aussi, elle a un intérêt dans tout ça. Elle va se faire violence. Elle va se faire violence puisqu'elle va exposer un peu plus le travail qu'elle va faire. Elle va avoir du jugement sur son travail. Mais du coup, il faut célébrer les victoires. Une livraison réussie, l'ajout d'une nouvelle fonctionnalité doit être célébrée aussi bien avec le métier qu'avec l'équipe. Elle doit être présente lors de ces célébrations. C'est très important. Et n'hésitez pas, après chaque retour, à revoir votre roadmap. Le roadmap n'est pas un planning. La roadmap est juste une prévision, mais ce n'est pas un planning. On l'a déjà dit beaucoup, on insiste. N'hésitez pas à impliquer le métier à toutes les phases et n'hésitez pas à redemander à votre équipe s'ils connaissent les prénoms des différents interlocuteurs. On vous a fait une petite synthèse pour nous de ce qui doit être emporté si vous voulez emporter des petites choses. C'est ce qu'on a répété jusqu'à présent. Donc, adopter une démarche produit et puis faire un accompagnement tout au long du processus. Merci à vous. Pour information, pour ce qu'on a vécu dans l'équipe, il s'est passé des choses très intéressantes quand le métier a commencé vraiment à s'impliquer dans les développements du dev. On a vu les développeurs et le métier, déjà ils commençaient à s'appeler par leur prénom, mais en plus ils commençaient vraiment à imaginer des nouvelles choses. Alors on travaille dans une entreprise qui fait de la recommandation de contenu, où quand on regarde la télé, on nous propose des contenus qui peuvent correspondre à nos besoins. Et puis un jour, quelqu'un nous a dit, tiens, on n'est pas loin de la Saint-Valentin, on pourrait peut-être faire une recommandation spéciale Saint-Valentin. Le métier a dit, bon, allez, on essaye, mais on pourrait peut-être faire, bon, on essaye. Et puis, ça a été mis en place, et puis le métier est revenu la semaine d'après, ou 2 semaines après, puisqu'il fallait le tour des retours utilisateurs, il nous a dit, vous savez, votre strip Saint-Valentin, elle a fonctionné. Elle a fonctionné pas mal, ça n'a pas explosé les plafonds, mais elle a plutôt pas mal fonctionné par rapport aux autres lignes de recommandation. Donc, écoutez, on va peut-être prendre cette idée. Et là, c'est super valorisant pour l'équipe. Et c'est super valorisant aussi pour le métier parce qu'ils apprennent à écouter l'équipe. L'équipe s'engage plus, travaille plus,
plus de baume au cœur au travail. C'est ce qu'on a vu vraiment développer dans cette équipe-là, et une vraie collaboration qui s'est mise en place. Et ensuite, du coup, comme il y a eu cette relation de confiance qui s'est créée, après, tout au long du développement, quand il y avait un doute d'interprétation ou d'implication ou des freins au développement, on a vu les équipes directement, on parlait bien entendu d'abord au PO, mais ne pas être le seul goulot du PO pour aborder l'équipe et pouvoir appeler directement un architecte, un ergonome, qu'est-ce que je peux, une autre personne pour répondre aux besoins.